Donc passons maintenant à la dernière partie donc, de notre édition de ce soir, qui sera consacrée à un événement positif. On sort quand même là des événements négatifs qu'on vient d'aborder pendant presque plus d'une heure déjà d'émission. On parle là des objets d'art africains qui vont être restitués aux pays africains. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé à ça? La France s'est subitement réveillée, a décidé donc de mettre à disposition des pays africains leurs objets d'art, parfois récupérés après une guerre, notamment comme c'est le cas pour le Bénin. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ça, Abdelaziz Mondé? Je veux dire... Qui avait d'ailleurs déjà écrit plusieurs lignes sur la question. Alors, je veux dire que, vraiment, je vais commencer par un aspect très important. Alfred Dodds, c'est un général français qui ramène du Bénin, donc ex-Dahomey. 1892. Très bien. Après la guerre. Après la guerre, une campagne, il ramène comme trophée de guerre ce qui constitue l'essentiel du palais des rois d'Abomey. C'est un peu comme si on entrait à Versailles ou aux Tuileries, au palais du Louvre, sous François Ier ou sous les rois de France. On prenait les sceptres, les couronnes et les trônes et on les a retrouvés à Yaoundé. C'est la même chose. Quand le roi Njoya est déporté en 1924 pour Yaoundé, le lieutenant Presta, qui mène l'opération, pose le pied sur le trône du roi Njoya, devant la population médusée, qui a un regard sacralisé sur le trône. Même pas sur le roi, sur le trône, parce qu'il y avait des incarnations. Et c'est pour cette raison que les Français aujourd'hui, en nous disant que le retour des trônes doit être conditionné par des lieux pour l'accueillir, non. Le roi Njoya, son grand-père, son aïeul, qui était le 11e roi des Bamoun, a fait concevoir par les ateliers royaux un quartier de Jinka, un quartier de Fumban, c'est un quartier sud de Fumban, un trône en la mémoire et en l'honneur de sa mère et de sa grand-mère. Le trône du roi des Bamoun s'appelle le Mande Yenu. C'est-à-dire, Mande, c'est la mère du roi Mbombo, 11e roi des Bamoun, celui qui est à l'origine du serpent à deux têtes. Et Yenu, c'est la mère du 9e roi, du 10e roi des Bamoun, Kwotu. Vous pensez que quelqu'un peut prendre son trône, comme disent les Allemands, et offrir un trône qui est en hommage à votre mère et votre grand-mère et l'offrir? Non. Quand la France a décidé de rendre imprescriptible, inaliénable, ces objets, ils savaient pourquoi ils le font. Parce qu'ils savaient très bien en anticipant que quand s'éveilleraient les consciences, puisque au sortir de la Première Guerre mondiale, il y avait déjà des mouvements de revendication africains sur la question. La première conférence panafricaine en 1919 en France, à l'initiative de Webb Du Bois, a posé le problème de la restitution des objets qui avaient été emportés lors des opérations de 1892, de 1897. Est-ce que vous savez, commissaire Zogo, je vais dire un go Gingassa, que nous sommes un continent où en 1897, les Anglais sont entrés dans une partie du Nigeria qu'on appelle Benin City. Ils ont détruit toute une ville. Ils ont mis à sac toute une ville. C'est-à-dire que cette ville-là, vous allez un peu retrouver dans vos recherches, ça s'appelait Edo City, c'était Benin City. C'était une capitale qui avait été la structure en terre, la structure architecturale la plus complexe du monde. 16 000 kilomètres de murailles, 16 000 kilomètres de murailles, 10 fois plus que la Grande Muraille de Chine. 10 fois plus que la Grande Muraille de Chine, et qui a nécessité 100 fois plus de matériel que la pyramide de Khéops. Les Anglais ont mis à sac la ville d'Edo. Vous retrouvez aujourd'hui au British Museum, vous retrouvez au Quai Branly des plaques en relief Edo, avec des obas, donc les rois, et des boucliers, des guerriers, des soldats. Vous voyez ces fameuses plaques-là, ou des têtes en fer, en bronze, parce que la métallurgie du fer, on oublie souvent de le dire, le Moyen-Âge africain était le Moyen-Âge, ce qu'on appelle le siècle d'or pour l'Afrique, où la métallurgie de fer, de bronze, qui est entrée au Cameroun, justement, la technique de la cire à fond perdu, que les Bamoun, entre autres, et dans l'Ouest Camerounais, les graphites ont utilisé dans l'art comme dans l'art Bamoun, est venue de Benin City, de Edo State, qui avait infusé l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Donc les Anglais ont détruit cette ville et ont emporté avec eux les trésors. Une plaque en haut relief d'Edo City aujourd'hui, elles sont cotées en général entre 15 000 et 100 000 euros. Et vous avez des plaques qui vont au-delà de 3-4 millions d'euros.
dans le marché de l'art. Et je rappelle que le marché de l'art, c'est 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Le marché de l'art formel. Donc il y a les réseaux informels. Et dans ces 20 milliards, l'Afrique n'a même pas 1%. 1%. Et ce sont les objets de l'Afrique. Notre jeune sœur, notre enfant qui nous regarde, nos enfants qui nous regardent, quand elles grandissent, on dit qu'ils sont français. Quand ils regardent un masque fan, quand le fils de Joël, le fils de Mounde, le fils de Ngassa, le fils de Zogo, né en France, il regarde un masque fan, on regarde, on dit c'est le folklore, c'est la sorcellerie. Non, les masques fan, sans la rencontre du masque fan, Chokwe pour nous, il n'y aurait pas Picasso moderne, il n'y aurait pas Cézanne, il n'y aurait pas le cubisme, il n'y aurait pas le surréalisme, il n'y aurait pas le mouvement Die Brücke en Allemagne, il n'y aurait pas le dadaïsme, ça n'existerait pas, parce que c'est la découverte par Maurice de Vlaminck qui achète à 10 francs français une toile à Argenteuil, il découvre dans un bar à Argenteuil un objet qui vient de Côte d'Ivoire, un masque d'âne, qui emporte dans le marché Opus. Il va au musée de l'homme au Trocadéro avec son ami Derain et il faisait partie d'un mouvement qu'on appelle l'école de Paris, Matisse, Braque et Picasso à Montmartre, et ils sont émerveillés par la simplicité des formes, la complexité des formes, le raffinement, les 3 dimensions. Et Picasso, du tout au rien, change de style. Picasso part du figuratif, où on représente Zogo tel qu'il est, à l'abstrait de nos ancêtres, où on a une idée de l'homme. Donc la philosophie, la théorie. Donc voilà comment on doit prendre les termes du débat. Ce n'est pas des révisionnistes français qui vont venir nous dire non, vous n'avez pas de musée, ça ne va pas. Non, les Français qui sont peu jaloux de leur identité n'auraient pas accepté ce qu'ils nous disent pour rien au monde. Sauf d'autant plus qu'ils ont une dette à notre égard. Picasso, je dis bien, le plus grand artiste moderne du XXe siècle, n'a d'existence que parce que les Demoiselles d'Avignon, le tableau fondateur du cubisme, est inspiré directement des masques femmes pour nous Chokwe, donc de nos ancêtres, qui les utilisaient pas simplement pour des besoins esthétiques, mais pour des besoins rituels, sacrés, des besoins d'exorcisation, des besoins d'apaisement, des besoins de justice. Donc il y avait des fonctions symboliques, des fonctions politiques à cela. Je parlais tout à l'heure du trône. Donc, quand je parle avec emphase et passion de ces questions, c'est qu'on est au cœur de la relation de domination, de la relation impériale, du complexe mental et intellectuel que nous entretenons vis-à-vis de la France et de l'Occident. Et que la question de la restitution ne concerne pas simplement des demandes qui vont être faites. L'art va symboliser dans les prochaines années la renaissance africaine et la renaissance, les nouvelles relations que nous allons entretenir avec des pays occidentaux, l'Angleterre, la France et la Belgique, Guingassa. Vous savez qu'au musée de Tervuren, le musée de Tervuren, c'est le musée royal. Léopold II était le propriétaire unique de la RDC actuelle, donc du Congo, le propriétaire unique. Il avait droit de vie et de mort et il avait un droit de préemption au sens juridique, tout à fait, de privilège, de tous les objets qui étaient fabriqués au Congo. Ils ont tout emporté. 90% du patrimoine africain de 1884 à 1960 est en Europe. 90%. Le reste, ce sont des copies, des faux, tout ça, des objets nouveaux. Donc, c'est quand même c'est une saignée. Après le pillage des hommes, le pillage des matières premières, le pillage des ressources, le pillage des cerveaux, il y a ce pillage de l'art qui est notre âme. Qui est notre âme. Et c'est un enjeu plus fort que le volontarisme de Macron ou bien la décision qu'on attendrait du ministre de la Culture au Cameroun. Ce sont des enjeux qu'on doit populariser. Il faut que les Camerounais, en l'occurrence, puisqu'on parle des Camerounais, se saisissent de cet objet-là, de cette cause-là. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Oui, oui. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que c'est une décision spontanée de Macron, de la France? Est-ce qu'il y a eu de l'autre côté une action des Africains pour imposer à la France de restituer ces objets d'art? Je crois que c'est l'action des Africains. Les Béninois, par la voix de leur président, et je salue le travail du président Talon, parce que quand c'est bien, il faut le dire. Le président Talon est le premier à avoir dit de manière claire qu'il s'engageait pour la restitution des biens qui appartiennent au Bénin. Et cela a permis que tout le travail qui avait été mené par le CRAN, par Taubira, par des organisations panafricaines, par nous, modestement, où nous avons organisé en 2010-2011 les journées camerounaises et africaines du patrimoine pour sensibiliser le public parisien, camerounais et africain, sur ce que ça représentait.
l'existence en France de pièces significatives, sacrées et symboliques camerounaises dans les collections du musée du Quai Branly, entre autres. Ça a débouché sur l'organisation d'expositions, sur des activités culturelles, sur des actions de citoyennes avec des Français qui comprenaient très bien notre travail, et puis aussi cette fameuse exposition Trône en Majesté qui s'est déroulée sur toute l'année 2011 au château de Versailles, où 40 trônes de l'ensemble des royaumes du monde entier étaient exposés pour montrer la représentation universelle de l'autorité. Donc, vous ne pouvez pas avoir parmi les 40 trônes, 2 trônes qui ont été séquestrés, volés et pillés en Afrique. Parmi les trônes, où vous avez le trône de Louis XIV, vous avez les trônes de rois qui étaient des tsars de Russie ou des rois de Thaïlande. Et vous avez 2 trônes, celui de Guézo, le roi de Bénin, et du roi des Bamoun, qui étaient là, mais qui étaient des trônes prisonniers. Nous avons voulu montrer, et c'était des trônes qui étaient en cage, montrer la symbolique de ce que ces trônes-là n'ont pas leur place. Leur place est chez nous, chez nos ancêtres en Afrique, qui ont vu partir ces objets de manière absolument unique et inacceptable. Donc ce travail, nous l'avons fait. À titre personnel, je me suis investi. J'ai lu ma consoeur Yvette Mbassi de Cameroun Tribune qui parle d'Élite Bamoun. Il ne s'agit pas d'Élite Bamoun. Quand nous nous battons pour le trône de Kouma Mbappé, c'est le premier résistant camerounais. C'est le premier Camerounais qui a dit non au traité germano dit Douala à Cameroun-Chad. Il a dit qu'il ne monte pas sur le bateau de guerre allemand, le mauvais, pour signer le traité qui avait été signé par les 3 monarques, donc ses 3 collègues, ses 3 frères, Jim Ekwale, Ndumba Lobé et Di Kapondo. Lok Priso, donc Kouma Mbappé, avait dit non. Et par représailles, les Allemands sont venus bombarder, raser la ville de Bonabéry. Ils ont fait venir un bateau d'Allemagne qui est venu raser Bonabéry, raser Bonapriso. Et Lok Priso a été mis en quarantaine. La technique du diviser pour me régner. Premier épisode. Deuxième épisode, celui qui a réclamé pour la première fois le retour du Tanguay. Parce qu'il y a 2 Tanguay. Il y a celui du Quai Branly, qui est parti en 1885 du Cameroun, et celui de Kouma Mbappé, enfin l'autre celui de Kouma Mbappé qui est à Tübingen en Allemagne et à Berlin. Ces Tanguay-là, donc les pro-royales, parce que chez les Douala, pour représenter l'autorité royale, sur la pirogue, on matérialisait le symbole de la royauté par des proues ouvragés, très très élaborés. Et donc ces pro-royales-là se trouvent au Quai Branly à Paris et à Berlin, à Tübingen en Allemagne. Et donc Ludwig Pondoakwa, qui est l'auteur, qui est le fondateur du premier journal camerounais, et l'on le met à Cameroun, qui allait étudier en Allemagne, à travailler en Allemagne, il est revenu au Cameroun, il a porté la revendication du Tanguay. On l'a mis en prison, c'est le premier prisonnier politique camerounais. Donc cette question du retour des arts recoupe un certain nombre de toutes les problématiques de nos rapports avec l'extérieur, de cette culture du larbinisme dont on parlait en évoquant certaines figures populaires camerounais, etc. Donc en fait, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on ramène ça, la question du trône du 11e roi des Bamoun, au fait que moi, Bamoun, je suis Bamoun par hasard dans cette histoire, mais je suis d'abord un Africain, un Camerounais, accessoirement, pour dire que si nous nous mettons ensemble en nous intéressant à cette question, le président Macron sera renforcé parce qu'il y a déjà une levée de boucliers d'un certain nombre de points, y compris le président Stéphane Martin du Quai Branly, pour dire que les 7838 pièces du Cameroun, puisque nous sommes les 2e après le Tchad, le Tchad a 9400 pièces, le Cameroun suit avec 7838 pièces. Et je rappelle que le musée du Quai Branly compte 90 000 pièces africaines, 90 000 pièces africaines. Sur les 300 000 objets du Quai Branly, il y a 90 000 pièces africaines, parmi les plus emblématiques. Donc il faudrait que la classe politique camerounaise, les leaders de partis politiques, Maurice Kamto, Cabral Libi, Matomba, Joshua, tout ça, qui se saisissent de cette question. Ce n'est pas une question anecdotique. Que le chef de l'État, parce qu'aujourd'hui, il faudrait que l'État du Cameroun, enfin, accompagne le travail que Kouma Ndoumbe III fait à travers la Fondation Afrique Avenir. On ne peut pas comprendre que le premier résistant camerounais ait son Tanguay en Allemagne et que l'État du Cameroun ne dise rien. Je rappelle, pour terminer, que l'Allemagne vient de débaptiser les avenues, les rues Nachtigal. Nous, au Cameroun, nous avons un fleuve qui s'appelle Nachtigal, pour lequel les Moutazés viennent en France chercher des financements. Nachtigal, c'est un personnage qui est devenu honni en Allemagne. Parce que ces méthodes de prédation, ces méthodes de négociation des contrats, dont le fameux traité germano-douala, étaient des méthodes qui, aujourd'hui, sont considérées en Allemagne comme des méthodes de braquage. Et on a débaptisé Nachtigal en Allemagne pour attribuer une rue Douala Mangabel, alors même que dans la ville natale de Douala Mangabel, le palais qui
où il a habité est devenu le palais de la bière et que sur ce palais-là, il y a une rue, la mode Piquet. Et on a arrêté un Camerounais, Essama, qui a dénoncé cela et qui allait décapiter, entre guillemets, symboliquement, Leclerc pour demander comment sur la place du gouvernement au Cameroun, à Bonanjo, la principale avenue de Douala. C'est un Français qui trône. Je rappelle que sur la maison de Douala Mangabel, c'est la mode Piquet. Qu'est-ce que ça vient chercher chez nous? Donc ça veut dire que la question du retour des objets n'est pas une question simple folklorique, c'est une question éminemment politique et citoyenne. Donc c'est pour dire que c'est bien qu'on ait abordé cette question-là. Je suis heureux. Je porte avec quelques autres à la fois ce combat avec détermination. Parce que nous comptons que ces objets-là, notamment ces tangués, ces trônes, ces pièces emblématiques sacrées rentrent au Cameroun, quel que soit le prix, quelles que soient les générations. D'accord. Alors, Joël Diengo, on vient d'écouter Aziz de manière très non, je vais dire très profonde sur la question. Et j'ai envie de savoir, vous qui êtes forcément aussi au courant donc, de la restitution de ces objets d'art, je rappelle au passage qu'il y a l'objet d'art le plus cher au monde. Enfin, le plus cher l'un des plus cotés. Il est Bangoua. Oui, la reine Bangoua. La reine Bangoua. Oui, l'un des plus cotés. Donc, c'est 10 millions d'euros. Pour ceux qui ne le savent pas, 10 millions d'euros. C'est l'objet d'art le plus cher au monde. La reine Bangoua. 10 millions d'euros. Moi, justement, je voulais donc savoir, est-ce que vous pensez vraiment que nos petits villages de Bangoua pourront vraiment garantir toutes les structures nécessaires pour continuer à garder dans les bonnes conditions ces œuvres d'art? C'est un débat, j'ai eu quelqu'un réagir là-dessus hier. Je trouve même cette évocation insultante. Pourquoi? Parce que ces objets ont été pris là. Oui, ils ont été pris pas dans les musées. Ils n'ont pas été pris dans les musées. Alors, à l'époque où ces objets sont pris, on est d'accord. Non, on est d'accord que la corruption n'est pas au niveau où elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a peur que ces objets soient bradés quand on connaît le degré de cupidité. Tu veux dire sécuriser les objets. La réalité, je disais ça avec un ami français hier, je disais que j'espère que cette restitution aura déjà un aspect symbolique énorme, c'est de remettre, d'éveiller les consciences sur la brutalité qu'aura été la prédation, la politique de prédation pendant des siècles dans nos pays. Parce que parfois, quand vous avez des amis et que vous vivez en Europe ou en Occident en général, et que vous essayez de leur retracer ce que c'est l'histoire de l'esclavage, ce que c'est l'histoire du colonialisme, on vous parle d'un procès en victimisation, des choses de ce genre. L'aspect évidemment symbolique est important, mais ne nous arrêtons pas au symbolique. Nous avons là la restitution en fait de la mémoire d'une partie de notre très important, et surtout l'éveil des consciences, y compris en Occident, parce qu'il y a une polémique qui est en train d'enfler où des sectes de décision et de réflexion sont en train de demander à Macron est-ce qu'il n'a pas ouvert la boîte à Pandore à partir du moment où le Sénégal demande aussi la restitution de l'ensemble. La Côte d'Ivoire, c'est une centaine. Le Sénégal a un peu comme ce Cameroun demandait les 7830. Exactement. Et je le disais toujours pour ceux, et j'attire vraiment souvent l'attention en disant il faut que nous, Camerounais singulièrement, nous prenions le temps d'aller au musée du Clé Brown. J'ai assisté à l'exposition, c'était l'exposition en fait sur Picasso et l'art africain. Picasso primitif. Oui. Là, lorsque vous arrivez là, vous voyez le lien direct, ça vous touche immédiatement. De Picasso, une sculpture africaine. Et je me disais, ceux des Français qui ont vu cette exposition-là, et il y en avait beaucoup qui sont allés, ont dû prendre conscience. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de discours. C'était là. Pour faire prendre conscience de ce qu'a été la brutalité qu'ont été le système de prédation dans nos sociétés. Le pillage systématique de nos sociétés. Ce n'est pas être dans l'accusation que de dire ça. Nous faisons toujours un débat ici qui sont des débats. Les gens pensent que c'est politique. La politique, ce n'est pas simplement le côté vindicatif. C'est l'éveil des consciences. C'est d'abord aussi dire aux gens, nous voulons retrouver le contrôle sur notre mémoire.
La mémoire, elle est quelque chose d'entier. La mémoire, c'est la culture. La mémoire, c'est l'économie même, l'économie au sens formel. La mémoire, c'est la politique au sens où on gère des sociétés. Et pour la retrouver, je prenais un exemple par rapport à l'association que j'ai qui s'occupe des migrants. J'expliquais en français l'autre jour. Je lui dis, vous savez, des gens qui sont obligés de partir, parce qu'on a actuellement un système, quand vous verrez des jeunes qui migrent aujourd'hui, qui viennent d'Afrique, ils sont des mineurs. Et je disais, vous ne pouvez pas vous rendre dans prendre conscience, vous pouvez prendre conscience à partir de ce qui se passe là, sur ce que vivent nos pays. C'est-à-dire que les gens sont placés devant, ils sont pris en tenaille. En Afrique, on leur dépouille de tout. En Europe, on ne veut pas d'eux. On leur dit crevez en silence. Donc nous, dans cet éveil des consciences et cette restitution, même si elle n'est que symbolique, on dit aux Occidentaux, vous nous avez pris ce qu'on avait de plus cher en nous. Tout à fait. De plus cher. De plus cher. Oui, comme, ouais, De plus cher en nous. tu rends hommage à ta mère et à ta grand-mère. Vous nous avez pris de ce que nous. Donc nous reprenons ça et avec ça, nous essayons de reprendre le contrôle sur nos destins. Très bien, c'est ça. C'est en fait ça. Merci. Alors pour finir donc, C'est vraiment très bien dit. Commissaire, Le contrôle sur le destin. quel est votre commentaire donc sur cette... Alors, commissaire Zoko, quel est votre commentaire donc sur cette restitution en vue des objets d'art africains pour retourner dans nos pays en Afrique? Vous avez pu constater mon émotion et je suivais avec une attention toute particulière mes deux compatriotes décliner et dérouler ce très brillant exposé sur les arts et la culture camerounaise africaine en général. Je salue et je remercie le compatriote Aziz Moundé pour ce travail de pionnier qui a été fait. Honnêtement, je te le dis, en te regardant droit dans les yeux, merci et félicitations. Et pour ce temps de travail de pédagogie qui vient d'être fait par Joël, vous savez, la lutte a une dimension multidimensionnelle, un peu, si vous me passez le pléonasme, la technologie. Un combat a plusieurs pans, plusieurs aspects, vous comprenez. Nous, activistes et combattants pour la liberté et les droits de l'homme, voilà, nous essayons de circonscrire la lutte sur ce champ-là. Je viens de me rendre compte que cette lutte, comme je l'ai dit, elle est longue, elle est multidimensionnelle et que nous avons du chemin à faire, honnêtement. Nous nous focalisons deux fois sur certains acteurs où je me rends compte qu'ils ne sont que la version congrue et tout à fait limite et insignifiante de cette problématique de la libération de l'Afrique, de toutes ces pesanteurs qui plombent son progrès et son rayonnement. Je viens de prendre la dimension du côté de ce combat mené du côté de la culture et des arts, qui a été mené brillamment avec brio par Aziz Moundé. Et je crois que dès cet instant, je vais sensibiliser tout ce microcosme politique qui s'active par rapport à cette problématique des objets d'art que je ne connaissais pas, parce qu'en toute humilité, c'est également le lieu, l'occasion ici pour moi d'interpeller les jeunes générations. Je vais faire un peu ce petit parallèle-là. Dans un combat comme celui qu'on mène, on a besoin de tous les apports, de toutes les intelligences, de toutes les compétences. Les jeunes frères de la base qui m'ont écouté, je suis avec intérêt ce que vous déroulez. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent m'échapper. Je ne connais pas tout. Pas un seul instant, je ne vous ai interrompu, parce que pour moi, vous me donnez des informations que je ne disposais pas et qui sont précieuses. Et je pense à nos enfants qui sont là, qui ne connaissent pas ces choses-là. J'irai même plus loin. Lorsque vous dites que la Côte d'Ivoire exigeait la restitution de 100 objets, nous en avons, j'ai pris de notes 7868 pièces au niveau du Quai Branly, et que vous n'exigez pas la restitution de toutes ces pièces. Mais moi, je vous demanderai pourquoi. Puisque cela nous appartient. Vous imaginez la France qui a été spoliée, qui a été pillée, je vais rester poli et courtois, et qui va dire non, tout ce que vous nous avez pris,
on exige que 2 ou 3 de ces objets nous appartiennent, qu'ils nous les restituent. Et dès cet instant, je puis rassurer le peuple camerounais que je vais faire de ce combat désormais aussi mon cheval de bataille, tout simplement parce que le combat, moi de foi, je prends des exemples tout bêtes. Nous menons des actions dans l'ombre. Par exemple, au niveau de la brigade anti-sardinat, pour faire un travail de pédagogie auprès des décideurs français, que oui, ne vous acharnez pas sur nos jeunes combattants. Ils expriment leur rage, leur colère. C'est leur ras-le-bol face à la situation qui prévaut chez nous. Certes, il y a des dérapages, mais ne les jugez pas à partir de ces dérapages-là. Soyez indulgents, soyez tolérants. Mais celui qui ne me verra pas sur le terrain peut penser que je ne travaille pas pour l'émergence du peuple camerounais. Je peux être en train d'aider la brigade anti-sardinat sur un plan purement du lobby, sans qu'ils ne le sachent eux-mêmes. Nous vivons dans un monde qui est compliqué. Vous le savez, que tout n'est pas dit officiellement. Voilà un combat que vous avez mené. Quelqu'un vous aurait assimilé à un somnambule lucide qui ne fait rien, qui va au concert de Bendeka, qui trahit la lutte. Pourtant, vous menez la lutte et le combat à votre niveau. Et c'est le lieu ici et l'occasion pour moi d'interpeller cette nouvelle génération sur le travail qui est fait par certains aînés, certains précurseurs dans ce combat. Et eux qui veulent mener la lutte avec leur truc, je le respecte, mais sans intelligence. Il faut respecter les compétences, il faut respecter les aînés, il faut respecter les pionniers dans cette lutte. Qu'est-ce que je dirais de plus? J'ai pris acte de toutes ces informations. Il est temps que l'Afrique récupère tout ce qui lui a été pris, que l'Afrique, qu'on nous restitue nos richesses. La culture, ça fait partie de la richesse d'un peuple Aziz. Et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Désormais, modestement, je porterai ce combat. Et le porter suppose le vulgariser, le porter à la connaissance du public et faire comprendre à l'opinion qu'il y a quelqu'un qui mène un combat. Nous avons nos richesses. Nous n'avons pas que le pétrole qui est pillé. Nous n'avons pas que le bois qui est pillé, mon cher Guy. Nous n'avons pas que le franc CFA. Nous avons aussi nos objets d'art qui ont été spoliés et nos âmes. Donc, moi, j'en dirai pas plus. Merci d'avoir mis cette question à l'ordre du jour et dans le débat. Pour moi, j'avoue que de ma dizaine d'années de combat, c'est l'un des moments forts. C'est l'évocation de ces objets d'art qui nous ont été spoliés et qui nous ont été arrachés. Je ne vais pas rentrer dans un conflit qui date du passé. Nous n'allons pas rentrer dans une confrontation directe avec nos partenaires et amis français pour la restitution de ces objets d'art. Mais il est temps quand même que nous leur rappelons qu'ils nous doivent des choses et que cette génération, nos enfants, ne l'oublient jamais. Si ce combat, nous ne le menons pas à terme, ils devront prendre la relève. Voilà tout ce que je peux dire. Pour rebondir là-dessus, c'est une manière de faire vraiment prendre conscience à nous tous que c'est un combat, si c'est un combat, c'est une revendication qui doit être portée par nous tous, au-delà de nos divergences et de nos différences. Ce que j'ai admiré au Bénin, c'est que le souffle est vraiment venu de talons qui a été incisif. Et je me suis dit, au-delà de tout ce qu'on a dit dans notre discussion ici sur notre déception par rapport aux décideurs politiques au Cameroun, si au moins ils peuvent accompagner un mouvement comme celui-là pour solidifier la société camerounaise, et nous ne sommes que de passage. C'est ce que je veux dire. Écoutez, mais merci, cette émission est à présent terminée. Et merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Nous vous disons à bientôt. Au revoir.